ça va bien se passer. Vous pourrez passer au verre de l'amitié rapidement, j'en suis sûre. Madame le sous-préfet, cher Claude Dulamont, Madame la conseillère régionale, je salue également Monsieur le commissaire de police qui était présent à la cérémonie et Monsieur le lieutenant représentant le SDIS. Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants et leurs représentants, mesdames et messieurs les agents de la ville, mesdames et messieurs, chers concitoyens, chers enfants, et je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour les C4 et les élèves de Daniel Mitterrand. Quelle fierté de vous voir dans ces moments de commémoration si précieux et si importants. En ce 11 novembre, nous sommes là pour nous souvenir. Nous souvenir que la France tout entière honore la mémoire de celles et ceux qui ont donné leur vie pour la liberté, pour la République et pour la paix. Nous sommes là pour nous souvenir que plus d'un siècle s'est écoulé depuis que les canons se sont tus sur le front occidental. Nous sommes là pour nous souvenir qu'il y a plus d'un siècle, la boue des tranchées et les orages d'acier engloutirent des millions de vies, fauchèrent des hommes dans la force de l'âge, déchirèrent des amitiés et des amours, décimèrent des fratries entières, endeuillèrent des familles à jamais. Nous n'oublions pas, malgré les décennies, malgré la distance du temps, cette mémoire qui brûle encore. Elle est là pour nous rappeler ce qu'il en coûte lorsque les nations s'abandonnent à la haine, lorsque la raison cède devant la fureur, lorsque l'humanité perd pied et sombre dans la barbarie. La Grande Guerre ne fut pas seulement un conflit militaire, elle fut une rupture de civilisation. Le 19e siècle, celui du progrès, de la science triomphante, de la croyance en un avenir radieux porté par la technique, s'effondra dans les boues de Verdun et dans les plaines de la Somme. Ce fut la première guerre industrielle, la première guerre mécanique, la première guerre où l'on tua à distance, où l'homme cessa d'être un visage pour devenir une cible, un matricule, une ombre. Et dans cette mécanique infernale, ce sont des millions d'ouvriers, de paysans, d'artisans, de fonctionnaires, mais aussi des hommes venus de toutes les colonies, d'Afrique, d'Indochine, des Antilles, de Madagascar, qui furent arrachés à leurs terres, à leurs familles, et envoyés mourir pour une patrie parfois lointaine ou inconnue. Ces soldats venus d'ailleurs ont versé leur sang pour la France, souvent dans le silence de l'histoire. Nous leur devons reconnaissance, mémoire et respect éternel. Nous ne les oublions pas, car leur courage, leur fidélité, leur sacrifice ont contribué à forger notre liberté. Dans cette guerre, que l'on a longtemps appelée la guerre des hommes, il y a eu aussi une autre bataille, plus discrète, souvent éclipsée par les récits du front, celle des femmes. Car pendant que les hommes combattaient, les femmes, elles, tenaient à bout de bras un pays meurtri. Elles ont remplacé les bras absents dans les champs, pris la relève dans les usines, soigné les blessés dans les hôpitaux de fortune, vécu dans l'angoisse et l'attente. Elles ont connu la peur, la solitude, le deuil, mais elles ont tenu. Et ce courage des femmes, cette force silencieuse, cette dignité dans la douleur, ont profondément transformé la France. Nous ne les oublions pas, car à travers leur engagement, la société prit conscience de leur rôle essentiel. À travers elles naquit une nouvelle vision de la citoyenneté, de l'égalité et du travail. C'est aussi cela l'héritage du 11 novembre. Comprendre que la paix, la reconstruction, la démocratie ne se bâtissent jamais sans les femmes. Ce sont elles qui ont recousu le tissu social, rendu possible la reprise et préparé souvent dans l'ombre les combats pour leur émancipation à venir. En commémorant aujourd'hui la fin de la Grande Guerre, la Der des Der, comme il fut surnommé par les anciens combattants, c'est pour mesurer le chemin parcouru. Nous sommes là pour nous souvenir que la paix n'est jamais acquise. J'en veux pour preuve les signaux d'alarme qui s'allument un peu plus chaque jour dans le monde et dans lequel nous vivons et qui, une fois encore, tremblent sous les coups de butoir de certains dirigeants s'affranchissant des droits internationaux et humanitaires les plus élémentaires. Je pense à l'Ukraine,
où depuis plus de 3 ans, un peuple résiste à l'agression d'un empire autoritaire qui nie son existence. Ce n'est pas une simple guerre de territoire, mais une guerre contre la liberté, la démocratie et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En envahissant un pays souverain, Vladimir Poutine défie l'Europe, méprise la dignité humaine et veut imposer un monde où la force prime sur la justice. Face à cela, la France, l'Europe et les démocraties du monde ne peuvent détourner le regard. Car céder face à la brutalité, c'est toujours renoncer à une part de nous-mêmes, à nos valeurs, à ce que nos aînés ont défendu au prix de leur vie. Ce serait nier les leçons de l'histoire que nous ont transmises nos prédécesseurs et dont nous sommes les garants. Comment ne pas penser au Proche-Orient, où la tragédie frappe sans relâche des civils, des familles, des enfants pris dans les feux croisés de la haine. À Gaza, la population a vécu l'horreur. Bombardements, famine, peur. Mais aujourd'hui, un souffle fragile renaît. Les armes se taisent, des otages sont libérés, et l'espoir timide d'une réconciliation apparaît. Cet espoir nous oblige. Il nous rappelle que la paix n'est jamais le fruit du hasard, qu'elle ne naît pas de la domination, mais du dialogue, pas de la résignation, mais de la volonté des peuples à reconnaître leur humanité commune. Comme le disait Jean Jaurès, le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Ce n'est pas de subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de sa bouche, de son cœur, aux applaudissements imbéciles, aux huées fanatiques. Ces mots prononcés avant la guerre résonnent aujourd'hui avec une force bouleversante. Ils rappellent que la paix exige le courage de la lucidité, celui de la parole juste, celui de l'humanité face à la haine. Les chercheurs de paix sont courageux dans le sens où ils ne se résignent pas, dans la facilité et la fatalité. Ces conflits nous rappellent tragiquement que l'histoire n'avance pas toujours vers la lumière. Elle peut vaciller, reculer, retomber dans l'obscurité. Aujourd'hui, plus qu'hier encore, nous sommes là pour nous souvenir et rappeler que le 11 novembre n'est pas seulement un rituel de notre mémoire nationale, mais une leçon permanente. La paix n'est jamais donnée. La République n'est jamais acquise. La démocratie n'est jamais garantie. Les mêmes forces qui, hier, ont conduit les peuples à s'entretuer ressurgissent aujourd'hui sous d'autres visages. Nationalisme exalté, populisme haineux, théorie du complot, mépris du savoir, rejet de l'autre. Nous ne sommes pas aveugles et nous observons avec lucidité les extrêmes gagner du terrain partout dans le monde. Ces idées populistes et extrémistes travestissent les difficultés sociales en haine identitaire, les inégalités en rancune, les fractures économiques en fractures culturelles. On la croyait vaincue par les leçons du XXe siècle, mais la voilà revenue plus habile, plus insinuante, se parant des maux du peuple pour mieux s'en emparer. Aux États-Unis, Donald Trump, l'homme qui a manqué de renverser les institutions de la première démocratie du monde, revient en force. En Europe, des partis nationalistes gouvernent ou s'en rapprochent, restreignant les libertés, attaquant la presse, marginalisant la justice. Et en France, cette extrême droite se drape dans le discours du bon sens, se prétend protectrice du peuple, mais derrière cette façade, elle reste ce qu'elle a toujours été, une menace pour la République, pour la liberté, pour l'égalité et pour la fraternité. Cette montée des extrêmes trouve un écho dans une époque troublée. Notre pays traverse une crise de confiance sans précédent. Institutions fragilisées, débats polarisés, société fragmentée. Jamais la Ve République n'a connu une telle instabilité politique, une telle perte de repères. Et face à cela, le rôle du président de la République devrait être de rassembler, d'apaiser, d'incarner l'unité du pays. Hélas, trop souvent, le pouvoir souffle sur les braises au lieu d'éteindre les feux. Les Français doutent, beaucoup se sentent délaissés, méprisés. Et face à la colère, la tentation du repli grandit. Le risque est là, bien réel. Voir la peur remplacer la raison, l'indifférence étouffer la solidarité. Mais ici, à Creil, nous savons ce que cela veut dire résister, espérer, construire ensemble. Creil, par son histoire, par sa diversité, par sa vitalité, incarne cette France qui se bat pour rester fidèle à ses valeurs. Ville populaire, solidaire,
au passé industriel et à la mémoire ouvrière bien vivante. Creil a traversé les tempêtes et les mutations économiques, les doutes de notre monde contemporain, sans jamais céder au renoncement. Ici, dans nos écoles, dans nos associations, dans nos clubs sportifs, dans nos quartiers, la République vit. Je profite de ce moment, encore une fois, pour remercier la classe des élèves de l'école Daniel Mitterrand pour leur présence à cette cérémonie, ainsi que les C4. Ici, la fraternité, ce n'est pas un mot, c'est un acte. Et c'est cette force collective, ce courage tranquille qui font de Creil une ville profondément républicaine. Une ville debout dans les épreuves, une ville qui croit en l'avenir. Car c'est bien d'avenir qu'il s'agit. L'avenir de nos enfants, l'avenir de la République, l'avenir de notre humanité. Être les héritiers de la paix du 11 novembre, c'est refuser le fatalisme, refuser la haine, refuser l'oubli. C'est croire, comme Jaurès disait encore, que l'humanité est maudite si pour faire preuve de courage, il faut verser le sang. C'est croire qu'à chaque génération, il se trouve des voix pour défendre la justice, des mains pour reconstruire, des consciences pour se lever. Alors en ce jour de mémoire, pensons aux poilus tombés dans les tranchées, aux femmes qui ont tenu la France debout, aux combattants venus du monde entier, à toutes celles et ceux qui ont refusé la soumission. Pensons aux Ukrainiens qui défendent leur liberté, aux civils de Gaza qui aspirent à la paix, à toutes les victimes des guerres passées et présentes dans le monde. N'oublions jamais que se souvenir, ce n'est pas seulement honorer le passé, c'est prévenir l'avenir. C'est transmettre à nos enfants, non pas le souvenir de la guerre, mais la conscience de sa folie. C'est leur dire que la mémoire n'est pas un fardeau, mais une lumière qu'il convient de porter et de transmettre aux générations qui nous succéderont. C'est leur apprendre que la République n'est pas une promesse figée, mais une exigence vivante, une conquête quotidienne. Alors oui, souvenons-nous, non pour pleurer, mais pour agir. Souvenons-nous, non pour ressasser, mais pour construire. Souvenons-nous, non pour regretter le passé, mais pour garantir l'avenir. Car la mémoire, quand elle est sincère, éclaire le présent, éclaire les chemins de la pensée, pour mieux nous guider sur les sentiers de la paix. Alors vive la paix, vive Creil, vive la République et vive la France. Merci.